Bonsoir Florian. Re. Donc, hop là. Alors, est-ce que je peux me présenter? Oui, donc je m'appelle Sébastien Didier. Je suis niçois, j'habite près de Nice avec ma famille, ma femme et mes enfants. Et voilà, j'ai commencé à écrire de façon plus sérieuse que ce que je ne le faisais avant, voilà, il y a à peu près 4 ans, 5 ans. Et j'ai publié un premier livre donc en 2018 en auto-édition, qui a ensuite été publié chez un éditeur, donc chez Hugo Thriller, en 2019. Donc voilà, c'est Je ne t'oublie pas, hein, bon, généralement vous le connaissez maintenant, hein, puisqu'il a pas mal tourné il a pas mal tourné sur les réseaux sociaux depuis 2 ans, hein, depuis 2018. Et voilà, donc toujours chez Hugo, je publie en juillet, tout début juillet, le 2 ou le 4 juillet, mon deuxième roman qui s'appelle Les Yeux Bleus. Voilà. Je regarde s'il n'y a pas des questions que j'ai loupées. Je sais pas je sais pas s'il n'y a pas un truc qui bloque parce que j'ai pas de. Ah voilà, pardon, alors, je vois des nouveaux messages, je suis désolé, les messages arrivent d'un seul coup, donc je les vois pas au fur et à mesure, ils arrivent par paquet de 5, donc c'est un peu... c'est pas pratique. Alors Dominique, non, je vous découvre ce soir, bah super, enchanté Dominique. Tu vois les messages, bah oui, maintenant je les vois, un petit chef-d'œuvre, et oui Alexandre, tout à fait, je te rejoins là-dessus. Excellent livre que j'ai adoré. Voilà, donc bah, pour Dominique qui me découvre ce soir, donc Je ne t'oublie pas, mon premier roman qui est là. De quoi ça parle? Ça parle en fait d'une d'une famille, donc un couple avec une fille, un couple de 35-40 ans qui a une fille qui s'appelle Lisa, elle a 16 ans. Euh, et, euh, et un jour, la mère de famille, la femme disparaît en fait en ne laissant à son mari qu'un SMS de rupture en fait. Donc le mari n'y croit pas, il ne pense pas que sa femme puisse le quitter comme ça, surtout lui et sa fille, hein, du jour au lendemain. Donc il va se mettre à la chercher par tous les moyens possibles. Comme c'est quelqu'un qui est c'est un riche entrepreneur, il a plutôt bien réussi dans la vie, donc il a quand même quelques moyens, donc il va lancer des campagnes de recherche dans la presse, dans les réseaux sociaux, et 3 mois plus tard, il reçoit par l'intermédiaire des réseaux sociaux une photo énigmatique d'une jeune fille qu'il ne connaît pas, qu'il n'a jamais vue, mais il est certain que cette photo, que sur la photo qu'il reçoit, que cette jeune fille porte le médaillon de sa femme en fait. Donc il va se mettre à suivre cette dernière piste pour voilà, essayer de retrouver sa femme qui a disparu depuis plusieurs mois. Donc ça c'est Je ne t'oublie pas. Bonsoir Virginie. Et je vais pitcher Les Yeux Bleus vite fait, comme ça vous saurez de quoi ça parle aussi. Les Yeux Bleus, c'est aussi une histoire de disparition. C'est un enfant qui est enlevé dans le jardin de la villa familiale, hein. Les parents sont à l'intérieur de la maison. L'enfant est enlevé en plein jour. Et donc, bien évidemment, les parents le cherchent, et puis, ne le trouvant pas, font appel aux forces de l'ordre, la gendarmerie, la police, etc. Et en fait, l'affaire va faire grand bruit et va monter euh, en puissance, puisque cette famille-là, c'est une famille très connue dans la région niçoise. Le grand-père de l'enfant, c'est un homme d'affaires millionnaire dont le père a été lui-même maire de Nice pendant des années. Voilà, c'est une famille qui est vraiment très installée, qui est un nom en fait, hein, qui représente un nom dans, euh, dans le, dans le petit milieu azuréen. Et voilà, et donc l'affaire va prendre beaucoup d'ampleur. Et puis bien évidemment, le,
le grand-père, lui, pense tout de suite que c'est lui qu'on vise à travers cet enlèvement, lui directement, et surtout, bon, les secrets de famille que cette famille peut garder en son sein. Voilà. Donc ça, c'est les yeux bleus, voilà, c'est aussi une affaire de disparition, d'enlèvement d'enfants, et ça se passe quasiment à 100% dans la région près de Nice, dans les alentours. Je regarde un peu qui s'est connecté, pardon, bonsoir, alors Virginie, bonsoir, salut Clarence, bonsoir Francine, bonsoir Nicole, bonsoir Dominique, donc une deuxième Dominique, enchanté, je vois qu'il y a des auteurs aussi parmi nous. Donc voilà, Les Yeux Bleus, ça sort tout début juillet, et ouais, je suis assez content de ce livre, hein, je suis assez fier de ce qu'on a fait, de ce que j'ai fait. Enfin, je dis ça sans pas question de prétention ni rien, mais c'est un livre en fait qui me tient beaucoup à cœur parce que c'est le premier livre que j'ai vraiment commencé à travailler de façon importante, puisque j'ai commencé à, à écrire, enfin à jeter, je dirais, les premières bases des Yeux Bleus, c'était en 2016. J'en avais écrit une première partie, une première version, et quand je la relis aujourd'hui, ça n'a rien à voir quasiment avec avec ce que c'est devenu. J'en ai écrit une deuxième version pour le concours Thriller VSD 2017-2018, donc parrainé par Michel Bussy, donc où je suis arrivé en finale. Et puis là, j'ai entièrement, encore une fois, repris. Au départ, je comptais retravailler le texte parce que c'est vraiment un texte qui me tient à cœur. J'ai beaucoup d'amour pour ces personnages. Je comptais juste le retravailler, puis quand j'ai commencé à me remettre dedans, c'était impossible. Enfin, les défauts du texte me sautaient aux yeux. J'étais pas satisfait de plein de choses. Donc je suis reparti d'une feuille blanche et j'ai réécrit entièrement le livre, voilà, en 2019, quoi. Donc en fait, on, on a la même thématique qu'avant, on a plus ou moins les mêmes personnages avec les mêmes noms, mais toute la trame en fait est complètement différente, quoi. Complètement différente. Hâte de lire ce deuxième livre, merci Nathalie. Quand écris-tu quand, quand tu écris, as-tu déjà la trame? Alors, moi, ce que je fais quand je commence à écrire, en fait, et c'est marrant parce que j'ai fait là tout à l'heure, ou hier plutôt, une vidéo pour Hugo Thriller qui voulait faire une petite vidéo pour le lancement des Yeux Bleus, et où j'avais eu l'idée de donner trois conseils, enfin quelques conseils pour ceux qui veulent écrire un premier roman. C'est pas des conseils qui me viennent de, voilà, c'est des choses que j'ai apprises ces dernières années, ou que j'ai lues dans des livres de scénarisation, de dramaturgie. Et en fait, en me formant là-dessus un peu tout seul, je me suis rendu compte que la manière dont je travaillais était déjà un peu celle-ci, en fait. Donc moi, je fais pas de plan, j'ai pas vraiment de trame préétablie. Euh, je commence avec une idée principale qui généralement me donne aussi un aperçu de la fin du livre. Voilà. Donc j'ai une idée, je sais de quoi mon livre va parler. J'ai une vague idée de la fin. Je me dis voilà, il faudrait quand même que ça arrive vers plus ou moins vers là. Et après, j'essaye vraiment de travailler comment dire, la, la, le message que j'ai, enfin le message, le, le, le fil directeur du roman en fait, parce qu'on on a le, on a la thématique du roman, on a les idées, hein, les idées d'une enquête, d'une intrigue, etc. Mais après, on a aussi un fil directeur qui doit plus ou moins, enfin même plus que moins, tenir le livre de bout en bout. Par exemple, pour vous donner un exemple plus concret, pour Je ne t'oublie pas, mon axe directeur, c'était de créer avec ce lotissement dans lequel se passe quasiment 60 à 70% du livre, de créer en fait un personnage à part entière en la personne de ce lotissement. Voilà, j'avais cette idée en tête, je voulais que ce lotissement de luxe où on a plusieurs grandes villas de multimillionnaires qui vivent un peu dans un cercle clos, dans un cercle fermé, retranchés sur eux-mêmes. Voilà, j'ai écrit ce livre avec cette idée-là dans la tête de donner ce sentiment un petit peu d'oppression. Bon. Pour après
faire passer les messages que j'avais envie de faire passer, enfin dans les thèmes qui me sont chers, comme par exemple la famille, l'idée de rédemption, voilà, ce genre de choses. Pour les yeux bleus, donc j'avais l'idée, et mon fil directeur, ça a été de construire un livre en ayant en tête une sorte de saga familiale. Voilà, je voulais faire une enquête avec beaucoup de suspense, mais je voulais avant tout que ça soit l'histoire d'une famille derrière, qui remonte, qui part de l'après-guerre jusqu'à aujourd'hui, et qui retrace un petit peu voilà, l'évolution de cette famille, comment elle s'est créée, comment elle est devenue ce qu'elle est, puisque c'est une famille très puissante, hein, comme je vous l'ai dit, dans la région niçoise. Et voilà, donc j'ai pas vraiment de trame, je commence à écrire avec ces idées-là, avec un fil directeur que j'essaye de suivre et de respecter, et puis après, bah, j'y vais, j'ai dans la tête ce que doivent faire les personnages, plus ou moins les premières péripéties, puis après c'est un jeu, c'est comme un jeu de ping-pong en fait, hein. Le personnage va interagir sur l'intrigue, bam, et derrière je me dis, tiens, l'intrigue, il faut qu'elle le fasse évoluer, donc que va-t-il faire? S'il a fait ça, automatiquement, dans son esprit, il a changé, donc il va automatiquement, ou il va sûrement évoluer dans ce sens-là. Et je construis l'intrigue ensuite un petit peu de cette façon-là, en ayant toujours une idée de la fin, puis en essayant de retomber sur mes pattes dans ce que j'ai prévu, quoi. Voilà, je sais pas si c'est très clair, je pense pas, enfin, moi j'arrive à me comprendre, mais voilà, je suis désolé si c'est pas super clair. Donc voilà, c'est un peu comme ça que je travaille, et là, j'écris pas de trame en fait, je mets des idées sur le papier, puis après j'essaye de m'en sortir comme ça. Est-ce que je choisis mes couvertures ou elles me sont imposées? Alors, c'est le graphiste, c'est un des graphistes qui travaille, c'est un des graphistes qui travaille pour entre autres Hugo, qui fait les couves. Et en fait, c'est mon éditrice qui lui fait un pitch, un brief du livre, qui va lui dire, voilà, le livre il parle de ça, de ça, de ça. Il faudrait que ta couverture soit comme ci, comme ça, pour qu'on ait vraiment l'ambiance du livre. Et lui va faire plusieurs propositions. Moi après, on me demande mon avis pour savoir si ça me plaît, etc. S'il y a quelques petites retouches, mais bon, on va dire que 90% de la couverture, voilà, elle est déjà finalisée. Moi, je peux éventuellement dire que telle ou telle chose, peut-être on pourrait essayer de faire ça ou ça, mais voilà, c'est le graphiste et l'éditeur qui s'occupent en très très grande partie de la couverture, quoi. Mais bon, pour l'instant, je suis ravi parce qu'autant celle de Je ne t'oublie pas que celle des yeux bleus, voilà, elles sont vraiment, à mon sens, très 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 sympas, très très réussies, quoi. Pas de problème, Corinne, hein, à bientôt. Y a-t-il un sujet que tu n'aborderais jamais dans tes livres? Bon, je suis pas fan de pédophilie, quoi, on va dire, donc non, tout ce qui a trait aux enfants, non, franchement, c'est pas mon truc, quoi. Euh, Ou alors, vraiment le présenter de façon, voilà, sans entrer dans des détails. Et ça me fait, c'est marrant parce que cette question me fait penser à une anecdote qui est assez, enfin, qui est marrante. Je discutais avec une auteure de chez Hugo, mais une auteure étrangère qui s'appelle Rosney. Et elle est canadienne, elle est anglo-saxonne. Et on discutait par Messenger, et elle me demandait, donc c'était il y a quelques mois déjà, elle me demandait sur quoi je travaillais, etc. Donc je lui dis, voilà, les yeux bleus, ça parle de ça, etc. Donc en anglais. Et au moment de lui dire, ça parle d'un kidnapping, je me trompe de mot, et je mets rape. Et rape, ça veut dire viol. Et donc là, je vois un blanc, je vois qu'elle me répond pas, bon. Et après, elle me répond, elle me dit, oula, mais et tu décris les scènes? Et comme moi, je partais sur le truc de kidnapping, je dis oui. Je dis écoute, c'est pas non plus très difficile, de toute manière, ça s'est déjà fait 1000 fois, bon, voilà, il suffit. Et on a continué un peu l'ambiguïté pendant une minute, et puis après je m'en suis rendu compte, donc je lui ai dit mais à culpa, non, non, pas du tout. Et voilà, l'autre fois on a reparlé, elle en a rigolé, elle m'a dit bon ça va, t'es moins pervers que ce que j'avais pensé la première fois que l'on a parlé ensemble, quoi. Donc bon voilà, oui, il y a peut-être des sujets que j'aborderai jamais. Je suis pas fan de tout ce qui touche aux enfants. Bon, je suis papa. Voilà, si je peux, c'est pas trop mon trip, quoi. Mais en même temps, on peut aussi savoir le présenter différemment. Bon, il y a des films excellents qui ont été des livres excellents là-dessus qui ont été faits, adaptés en film.
Vous prenez oh là là, le film, je crois, de Clint Eastwood, là, je ne me rappelle plus. Avec Sean Penn, je crois que c'est tiré d'un roman de Denis Lehane. Mystic River, voilà, je crois que c'est ça. Bon, ben voilà, ça traite de ça, et puis c'est très bien, enfin, donc bon. Voilà, je m'interdis rien, mais en même temps, je vais de façon naturelle là où mon envie me guide, quoi. Disons que je vais pas m'imposer un sujet qui ne me donne pas envie dès le départ, parce que de toute manière, écrire un livre, c'est suffisamment fastidieux et long. Bon, si dès le départ, on se dit, voilà, allez, je vais écrire là-dessus, je vais me forcer, etc., bon, non, c'est le meilleur moyen d'exploser en vol, quoi. Mes personnages sont-ils parfois inspirés de personnes de mon entourage? Oui, 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 je pense, oui, 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 oui. Oui, je pense que dans Je ne t'oublie pas, je pense que Robert, il y a beaucoup de mon père, oui, oui, ça c'est... bon, on s'inspire en fait de ce qui nous nourrit. Donc les livres, la littérature, la télévision, les séries, le cinéma, évidemment. Et puis inconsciemment, ben voilà, on s'inspire aussi des gens qu'on côtoie. Donc voilà. Après, ça peut m'arriver sur un ou deux personnages. Par exemple, Je ne t'oublie pas, j'y pense parce que Robert, on m'a fait la réflexion deux, trois fois pour ceux qui connaissent mon père, qui m'ont dit ah bah oui, on l'a reconnu. Bon, mais en revanche, il n'y a aucun autre personnage qu'on peut reconnaître dans mon entourage. Voilà, là, c'était peut-être un petit peu évident entre guillemets, mais voilà, je- j'écris pas avec en tête voilà, je prends pas le calque de ma femme pour un personnage féminin. Voilà, j'ai aussi envie de préserver certaines tranquillités dans ma vie de couple. Donc voilà, je laisse tout ce qui est privé où il est. Salut Bethany. Alexandre, ça y est, il se réveille. Est-ce que je suis déjà en train de penser au prochain? Oui, même mieux que ça. Le prochain, il est déjà plus ou moins dans ma tête de façon assez claire. Parce qu'en fait, avant de me remettre aux yeux bleus, donc c'était il y a un an, j'ai, j'avais commencé déjà une autre histoire, j'avais écrit à peu près 20-25 000 mots dessus. Alors 20-25 000 mots, c'est quoi? Ça doit faire 100 pages de livre à peu près. Il y a des choses que je ne sentais pas. Et puis surtout, j'avais toujours l'idée des yeux bleus dans la tête. Voilà, donc c'est pour ça que je me suis remis aux yeux bleus au final. Mais quoi qu'il en soit, l'histoire que j'avais commencée, je l'ai reprise aujourd'hui. J'ai trouvé plus ou moins ce qui me manquait à l'époque. Donc c'est quasiment un an après que je débloque un peu le truc où je me dis tiens, ah ouais, pourquoi j'ai pas pensé à faire ça? Et je m'y remets maintenant. Donc ouais, je suis pas très ordonné hein, je suis pas très ordonné pour voilà, je suis pas un auteur à plan. J'ai vraiment beaucoup de mal à faire des plans, même des fiches personnages, ça me gonfle. Donc je me force là quand même à vraiment penser les personnages, à vraiment voilà, mais faire des fiches, ça me gonfle. Donc je me force quand même à travailler les personnages, à les laisser mûrir entre guillemets en moi. Et des fois, bon, certaines choses peuvent se débloquer 6 mois après, et je me dis mince, pourquoi j'ai pas pensé à ça, quoi. Donc ouais, le prochain, il est en route. Bon là, c'est vrai que pendant le confinement, j'ai pas été hyper productif, donc j'espère que là, ça va bien démarrer. Comme ça, en octobre-novembre, j'enverrai ça à Hugo, puis je verrai bien ce qu'ils en pensent, quoi. Quel genre de livre je lis? Plutôt du polar, thriller. Je lis peu en fait, enfin je lisais beaucoup à une époque. Depuis que j'écris, malheureusement, j'ai pas vraiment le temps de faire les deux. Donc j'ai des auteurs fétiches, entre guillemets, que je lis avec plaisir. Stephen King, évidemment. Je lis tout ce qui sort sur les Harlan Coben, Linwood Barclay, Lisa Gardner. J'aime bien Joel Dicker aussi, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait. Je lis Philippe Kerr, parce que je suis passionné d'histoire, notamment de tout ce qui est période Deuxième Guerre mondiale, nazisme, etc. Donc Philippe Kerr, évidemment,
c'est fabuleux, hein, c'est vraiment extraordinaire. Philippe Kerr, c'est la trilogie berlinoise. Donc lisez la trilogie berlinoise, vraiment si vous aimez cette période de l'histoire, c'est incroyable, c'est incroyable. Voilà, et puis des fois quand je tombe sur des bouquins un peu qui m'attirent l'œil comme ça, je tente quoi. Mais globalement, je reste dans ma zone de confort, quoi, on va dire. Je suis pas un- je vais pas fureter dans les librairies à la recherche de quelque chose qui, voilà. Bizarrement, alors, une seconde. Bizarrement, je me rends compte que ce qui m'inspire le plus, en fait, dans l'écriture, c'est tout ce qui est série. En fait, cinéma, je suis un gros consommateur, là, par contre, de séries et de films. Et je m'intéresse toujours au dialogue, à la trame, à l'enchaînement, voilà, toute la mise la mise en place en fait de du, du storytelling en fait. Voilà, ça me plaît bien, ça me plaît bien. Et puis je fais pareil dans les livres que je lis. Voilà, j'essaye toujours de comprendre un petit peu où l'auteur veut aller, qu'est-ce qu'il pense. Donc c'est pour ça que quand je lis un livre, généralement je mets un peu de temps, je suis pas très très rapide non plus, hein. Je peux rester 2-3 semaines sur un polar, voilà, alors que c'est des livres qui vont se lire en 3 jours, 4 jours. Euh, donc voilà à peu près mes lectures et j'aime bien les bonnes autobiographies aussi, soit des personnages que j'aime, qui m'inspirent, qui me plaisent, soit des autobiographies comme Churchill, De Gaulle, ce genre de choses, hein, voilà, j'aime bien ça aussi. Alors, quand j'écris ambiance calme ou un peu de musique, si oui, quel genre? Alors, plus musique, tout le temps musique, enfin à 90% du temps, au casque, donc j'écris au casque. Ça me permet de vraiment m'isoler. Et bizarrement, même quand la maison est calme, j'ai du mal avec le silence, un silence trop pesant. Donc en fait, je mets de la musique au casque, hein, et voilà, c'est du rock, ça peut varier quoi, hein. J'écoute un peu de tout, hein, autant des groupes très connus, les Stones, Guns N' Roses, autant ça peut être du blues, ça peut être un peu de jazz, ça peut être de la folk, voilà. Tout ce qui m'inspire en fait, tout ce qui me permet, quand je commence à écouter, je le sens de toute manière dans l'état d'esprit dans lequel je suis, je sens la musique qui va m'inspirer et puis voilà, qui va un peu m'aider aussi dans l'écriture quoi. Salut Cyril, là bah dis donc je sais pas si tu t'es levé tôt ou tu t'es pas couché, mais bon c'est sympa de regarder, merci. Salut. Non, mon père n'emploie pas l'expression de Robert, je sais pas d'où elle m'est venue, je m'en souviens plus, mais non, mon père n'emploie pas cette expression. Non, non, Robert a d'autres traits de caractère communs, mais non, cette expression-là, je sais pas comment j'y ai pensé, mais... Et alors là, tous les lecteurs m'en parlent, hein. Là, tous les gens qui me parlent de Je ne t'oublie pas me disent, ah, Robert, Robert, ouais, sur ce coup-là, j'ai été bien inspiré. Un sujet que j'ai en tête pour mon prochain roman ou un sujet que j'aimerais traiter. Alors c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Le sujet que j'ai en tête pour mon prochain roman, il y a j'ai envie de partir sur un thème euh, comment dire, euh, déjà le traiter à travers le thème de l'amitié et des relations entre des adolescents qui sont ensuite devenus adultes. Donc j'ai envie de prendre ça sous ce prisme-là. Et il y aura un suspense qui aura trait donc à une jeune fille qui a été assassinée 20 ans auparavant et, et en fait qui, à notre époque, 20 ans plus tard, refait irruption dans la vie
de ses anciens amis, sous une certaine forme. Bon, je vais pas vous le dire tout de suite parce que bon, je voudrais pas gâcher le suspense qui arrivera dans un an. Et à ce moment-là, les amis vont se remettre à enquêter pour savoir mais qu'est-ce qui s'est passé il y a 20 ans et pourquoi il arrive aujourd'hui ce qu'il arrive. Voilà, donc, mais en traitant ça vraiment sous le prisme de l'amitié et d'un groupe d'amis qui ensuite s'est séparé et qui va se retrouver, se ressouder autour de ça, quoi, en fait. Donc, voilà, la trame, enfin, j'ai beaucoup d'idées, j'ai commencé un petit peu à écrire, et bon, c'est encore embryonnaire hein, pour le moment, mais je vais essayer de passer par là, quoi. Contente d'être là, bah, super, hein, merci Bethany, cool. Du coup, aucune structure, rien. Euh, ouais, non, vraiment, ma structure, mon cahier de notes, c'est ça, quoi. Mon cahier de notes, c'est, voilà, j'écris, voilà, j'écris, je commence à écrire l'histoire je commence à écrire l'histoire au stylo, et en fait, je me force à faire un truc qui est pas trop mal. Alors, je fais ce qu'on appelle, j'ai vu ça dans des manuels de scénarisation, et c'est pas mal en fait, hein. Euh, je fais une prémisse, c'est-à-dire que je résume mon bouquin en une seule phrase. Par exemple, je ne t'oublie pas, si je devais le résumer en une seule phrase, c'est euh, un mari dont la femme a disparu met tout en œuvre pour la retrouver car il ne croit pas à la rupture conjugale. Voilà, bim. Donc là, c'est résumé en une seule phrase. Et après, je me dis, bon, qu'est-ce que je peux rajouter là-dedans qui va faire grossir mon intrigue? Donc dans Je ne t'oublie pas, après, on a le coup du médaillon, de la photo qui arrive. Donc à ce moment-là, je rajoute ça à ma phrase. Un mari dont la femme a disparu met tout en œuvre pour la retrouver et reçoit, par l'intermédiaire des réseaux sociaux, une photo avec une jeune fille qui porte le médaillon de sa femme. Et ainsi de suite. Et après, je fais un peu grossir tout ça, ça fait un peu boule de neige, mais j'y vais un petit peu en vrac, hein, en fonction des idées qui me viennent. Donc je refais, je recommence, mais toujours en gardant à l'esprit cette fameuse phrase unique qui est censée résumer mon livre. Alors au départ, évidemment, la phrase, elle est telle que je la pense, mais après, elle peut changer en fonction comment dire, du travail et de oh là là, des recherches que je fais et de comment je creuse le sujet en fait, hein. Mais ça, je trouve ça pas mal pour faire grossir une intrigue et après, ça m'aide aussi à savoir comment présenter ce que je disais tout à l'heure, le fil directeur de mon roman. Voilà, pour essayer de marier les deux. Mon intrigue d'un côté, la thématique de mon livre, mes personnages, et surtout le message que j'ai envie de faire passer. Parce que le message que j'ai envie de faire passer dans un livre, si il tombe à la fin comme un fruit, boum, tombe de l'arbre, il arrive comme ça, bah, le lecteur va se dire mais pourquoi, qu'est-ce que... Voilà, donc il faut que ça soit construit en fait dans tout... Enfin, il faut que ça soit partie prenante de toute l'ossature du livre en fait. Donc ouais, j'essaye de travailler comme ça. Pour l'instant, c'est la façon qui marche le mieux, quoi. Et puis c'est vrai qu'une fois que j'ai globalement mes idées, etc., bon, bah j'y vais, ouais, je fais pas de plan. J'allais poser la question des fiches de personnages. Non, la question des fiches de personnages, moi, ça me gonfle, mais d'une force. Écrire, allez, John, alors John, il est ténébreux, il est machin, il est ceci, il est cela. Je comprends, hein, je comprends que ça soit nécessaire pour certains auteurs qui peut-être mais moi, je n'y arrive pas, quoi. Je, je, je vais commencer un truc que je vais pas finir. Après, je me dirai, tiens, non, ah non, ça va plus, je vais recommencer, etc. Donc en fait, il faut que vraiment que je mûrisse tout ce que j'ai en tête, mes personnages, mon histoire, là où j'ai envie d'amener le lecteur, etc. Il faut vraiment que ça infuse bien pendant des semaines. Et après, une fois que j'ai commencé à écrire, mais les personnages, je les sens, quoi, en fait. Et là, oui, je vais noter quelques trucs.
Mais bon, c'est pas vraiment des fiches perso comme on pourrait le penser, quoi, hein. C'est pas du tout scolaire, quoi. Dans mes lectures, est-ce que j'accorde plus d'importance au fond ou à la forme? Bon, bah alors, c'est sûr que si la forme elle est dégueulasse, bof, quoi, hein. Je... Alors, je recherche pas le style littéraire. Ok, ça, voilà. Je suis pas quelqu'un qui a envie d'en prendre plein les yeux. Quand je lis du Pierre Lemaitre, je me dis waouh, j'écrirai jamais comme ça, c'est magnifique. Voilà, évidemment. Quand je lis du R.J. Ellory, je me dis bon bah voilà, là il y a un niveau auquel je n'arriverai jamais. Bon, donc effectivement, je suis bluffé par ces mecs-là, qui ne l'est pas quoi. Mais quand je lis une lecture, c'est vrai que je vais plutôt m'attarder. Bah, le fond pour moi, c'est les personnages, c'est la cohérence. Parce que la cohérence, on pourra en parler hein, dans pas mal de bouquins. euh, on sent des fois la patte de l'auteur qui veut faire basculer un peu l'intrigue d'un côté ou de l'autre. Et voilà, donc ça, des fois, ça se sent. Et après, bah, la trame en elle-même, quoi, hein, les petits, j'essaye de repérer. Souvent, les auteurs de polar aiment bien jeter quelques petites balises comme ça en amont au début de l'histoire. Donc, des fois, on s'amuse à essayer de les repérer et on arrive à se dire, ah tiens, peut-être qu'il va rebondir là-dessus plus tard. Bon, bah, des fois, c'est pas vrai, et des fois, on se dit, ah oui, tiens, effectivement, ça servait à ça. Donc, ça, c'est des choses que moi, j'aime bien faire aussi, quoi. Laisser des petits indices dès le début, de façon un peu insignifiante, et après, à la fin, quand on resserre, comment dire, le filet, hein, hop, tout remonte en même temps, quoi. Donc, globalement, oui, j'accorde plus d'importance au fond qu'à la forme, même si, effectivement, ben voilà, comme je disais, il y a des auteurs où quand je les lis, ben, je suis bluffé, voilà, donc forcément, dans ces cas-là, la forme en elle-même, bon, mais après, pour ces auteurs-là qui me bluffent, il y a les deux, il y a le fond et la forme. Donc au final, c'est un tout, c'est cohérent. Lire un livre uniquement pour la forme, le pur esprit stylistique de l'écriture, bon, ça peut plaire, moi, ça m'intéresse pas. Donc voilà, il y a des gens qui adore ça, et tant mieux, parce que la littérature, c'est extrêmement varié, on a de tout, donc tant mieux. Mais voilà, moi, c'est pas totalement mon état d'esprit. Iron Maiden, ouais, Iron Maiden, ouais. Sleepers, bah, je l'ai vu 10 fois, Sleepers. Ouais, bon, bah, il est dur, hein, Sleepers, hein. Il y a plein de questions, malheur, je suis hyper en retard. Quand tu écris, tu t'imposes de l'écriture tous les jours. Bah, il faudrait bien que je le fasse, mais j'y arrive pas. Hein, avec tout, c'est con. Alors là, en plus avec le confinement, les enfants, c'est ultra compliqué. Et puis non, mais il faudrait arriver à s'imposer, ouais, d'écrire, allez, 500 à 1000 mots par jour. Déjà, ça serait pas mal, quoi. Mais bon, des fois c'est dur. Puis des fois, on s'y met, on essaye, on se dit, on a l'impression qu'on fait tellement quelque chose de mauvais que bon, on est dégoûté, quoi. Donc c'est ouais, c'est plus compliqué que qu'il n'y paraît quoi, hein. C'est même pas une question d'inspiration ni rien, hein. Je veux dire c'est une question de feeling des fois. C'est l'écriture, c'est des fois on se sent dans des bonnes dispositions et puis bam il arrive un truc, on reçoit un coup de fil, une mauvaise nouvelle ou quelque chose et puis derrière vlan, on est plus du tout dans l'esprit pour avancer, donc on se force, on le fait, mais on sent qu'il y a un truc qui est pas là quoi. Bonsoir Florian. C'est pile ce qu'on apprend en ce moment. C'est top comme méthode. Merci pour l'info. Bah de rien, Bethany. Tu apprends ça où? T'es dans une école de scénariste ou quelque chose? Ou je sais pas, vas-y, dis-moi, ça m'intéresse. Ça me gonfle aussi les fiches personnages. Bah oui, je en connais pas un que ça gonfle pas, mais bon, après, voilà, non, il y a des auteurs ultra pointilleux, il y a des auteurs. Moi, je jette la pierre à personne. Encore une fois, ma méthode, elle est pas du tout. C'est même pas une méthode, hein, je veux dire, je le fais comme je le sens. J'ai essayé d'autres méthodes, hein, j'ai essayé de faire des plans, j'ai essayé de faire des fiches.
Je n'y arrive pas, donc bon, au bout d'un moment, je me dis, allez, on va essayer de suivre son feeling. Alors j'essaye de me former aux techniques de scénarisation, ce genre de choses. Là, par contre, oui, ça m'aide, mais des choses trop scolaires, non, je suis pas, j'arrive pas trop, quoi. Ouais, alors J.L. Laurie, une vraie star, ouais, non, mais oui, bah là, là, on a un écrivain accompli dans tout ce que dans tout ce que le mot écrivain veut dire, quoi, parce que bon, ou romancier même, hein, beaucoup de gens se revendiquent écrivain ou romancier, mais bon, pour moi, voilà, Stephen King, c'est un romancier, R.J. Ellory, c'est un romancier. Moi, j'ai écrit 2 bouquins, je peux pas me qualifier de romancier aujourd'hui, voilà, j'essaye de faire ce que je peux, mais c'est... À l'Institut des carrières littéraires, on apprend à écrire des scénarios et surtout la structure de tous les genres. Super, ouais, ça doit être super intéressant ça. Ça doit être super intéressant. Bah alors, si ce que j'ai dit va dans le même sens que ce que tu apprends, Bethany, je suis ravi. Comme ça, au moins, bon, en même temps, j'ai lu quand même des gars comme Truby ou McKee ou Stein. Bon, voilà, plus ou moins, ces gars-là ont ont les mêmes façons de procéder, quoi. Donc, je dois te laisser. Merci pour ce live très intéressant. Merci Alex, ben, on se revoit sur Facebook, Messenger, hein, pas de souci. Ciao, ciao. Ma plus belle rencontre auteur. Euh, alors, on me l'a posé l'autre fois, celle-là. Ben, il y a 2 réponses en fait. Ma plus belle rencontre auteur en termes d'amitié, c'est avec Vincent Houy, l'auteur du Tricycle Rouge, du Brasier, Dans la toile et Survivre, donc un auteur aussi de chez Hugo Thriller. Voilà, on est devenus très très amis, très très proches, on s'entend super bien, on a pas mal de points communs sur beaucoup de choses aussi en écriture. Et donc voilà, voilà, c'est ma plus belle rencontre, c'est ma plus belle rencontre auteur, puisque on est devenus amis. Et après, sinon, bah, ouais, j'ai rencontré des auteurs très très sympas. J'ai rencontré Franck Tilliez 2 fois, vraiment un gars formidable, très abordable, très très gentil. J'ai rencontré bah, des auteurs comme Valentin Musso, Karine Gibel, bon, j'ai dédicacé à côté d'eux dans un salon. Valentin Musso aussi, très très sympa. Voilà, et puis là sur le dernier livre, donc Les Yeux Bleus a été lu en avant-première entre guillemets par Barbara Abel, que je n'ai pas encore rencontré, mais avec qui j'ai un peu échangé sur Messenger et qui est aussi adorable, quoi. Enfin, déjà, c'est quelqu'un à qui mon éditeur a proposé de lire Les Yeux Bleus pour qu'elle donne son avis dessus. Elle a accepté. Bon, bah, moi j'étais ravi parce que voilà, j'imagine que c'est pas dans ses priorités non plus. Donc non, c'est génial. Il y a des gens comme ça bon, bah, qui ont du succès, qui sont des auteurs expérimentés, et puis qui en même temps ont un grand cœur, quoi, sont des gens vraiment abordables et gentils, voilà, donc c'est super, quoi. Alors, Bethany, oui, franchement, c'est passionnant, on apprend vraiment les codes. L'inconvénient, c'est qu'on arrive très vite à deviner certaines intrigues dans les séries et les films. Oui, oui, c'est ça, oui, bah après, c'est vrai que quand c'est pas vraiment bien ficelé et bien monté, bon, voilà, il y a des bouquins où... euh, moi, il y avait un livre où on en avait dit vraiment du très très grand bien, c'était Dans son silence. Alors j'ai oublié le nom de l'auteur je voudrais pas l'écorcher, donc je vais pas le dire. Donc c'est Dans son silence. Voilà, c'est la jeune femme qui tue son mari et qui après se mure dans un silence pendant juste après son procès. Elle dit plus rien pendant 8 ans. Elle est en hôpital psychiatrique et un jour on a un des médecins de l'hôpital psychiatrique qui arrive à la débloquer, qui commence à essayer de la débloquer, de la faire parler. Et donc on va enfin savoir ce qui s'est passé il y a 8 ans, puisque depuis qu'elle a tué son mari, elle n'a plus dit un mot.
Donc super, excellent suspense, bien monté, enfin c'est ultra carré, c'est efficace, mais ben, je l'avais vu venir le truc. Je l'avais vu venir et donc à la fin j'étais un poil déçu parce qu'effectivement, en plus quand vous lisez des livres qui comme ça ont été encensés dans les réseaux sociaux, vous vous dites allez on va prendre une bonne claque et puis voilà. Donc effectivement, bon bouquin, super bouquin, mais ouais je l'avais un peu vu venir quand même, ça m'a gâché un peu le truc quoi. Ça m'a gâché un peu le truc, quoi. Salut Kim, salut. Vincent est un bon cinéphile aussi. Oui, oui, bah oui, on parle beaucoup séries et cinéma avec Vincent. C'est aussi un des points qui nous rapproche. Ouais, ouais, Vincent, il est ultra pointu, même enfin, beaucoup plus que moi, en série, en technique de scénarisation, etc., quoi. Il est très très pointu. Bonjour Cédric. Ouais, voilà, dans son silence, Bédanie, tout à fait. Je sais pas si tu l'as lu, mais bon, bah après c'est un bon. C'est un bon suspense, hein. Puis c'est ultra bien ficelé, donc bon, c'est. Bonsoir Thierry. Oh la vache, si je devais partir sur une île déserte avec qu'un seul livre, qu'est-ce que je prendrais? J'en sais rien du tout. Mon Dieu. Si je devais partir sur une île déserte avec un seul. Ça, c'est le genre de question, on se dit qu'on nous la pose à chaque fois, mais je l'avais jamais eu. Qu'est-ce que je prendrais comme bouquin sur une île déserte? Je sais pas, un bouquin, un très mauvais bouquin et le plus épais possible pour avoir plein de feuilles pour essayer de faire partir un feu, voilà, un truc comme ça. Voilà, un bouquin très épais ou alors que je comprends pas, écrit en moldave, hyper épais comme ça avec les feuilles, je peux arriver à faire partir un feu et éloigner les bêtes sauvages et les animaux sauvages. Voilà, ça va m'être utile quoi. Les ficelles sont prévisibles, mais c'est une bonne lecture, ouais, je suis d'accord. Quel livre aurais-tu aimé écrire? Et tu me la reposes après. Quel livre aimerais-tu écrire? Ah non, c'est pas la même. Celui que j'aurais aimé et celui que j'aimerais écrire, ah la vache. Euh, Bon, il y a quand même des livres où, alors, comme chez Stephen King, moi j'adore Le Fléau, qui pour moi est un monument de King. Voilà, écrire un bouquin pareil, ou 22-11-63. 22-11-63 aussi. Euh, oh, j'avais lu aussi. Oh là là, Je suis Pilgrim, Pilgrim de Terry Hayes, un ancien scénariste de Mad Max et Je suis Pilgrim. C'est costaud aussi, hein, comme niveau recherche et c'est incroyable, c'est incroyable. Donc un bouquin comme ça, ouais, un bouquin vraiment avec un niveau de recherche énorme et en même temps avec une densité d'écriture, parce que Je suis Pilgrim fait 900 pages, 22-63 fait plus de 1000 pages, Le Fléau c'est 2 tomes, c'est 1800 pages, bon. Ouais, me lancer dans un truc comme ça, ouais, j'aurais bien aimé, ouais. Euh, et l'écriture à quatre mains, l'expérience me tenterait, ouais, elle me tente, ouais, ben, il y a peut-être un truc qui est arrivé, un de ces quatre. Voilà, j'en dis pas plus, mais voilà, l'écriture à quatre mains, il y a peut-être un truc qui va arriver, un de ces quatre. Mais bon, après, l'écriture à quatre mains, c'est aussi bonjour l'organisation, quoi, hein. Il faut vraiment être en phase avec l'autre auteur voilà, c'est quand même pas ultra simple, surtout pour moi qui suis un peu, je suis pas le plus organisé du monde, mais voilà, il y a peut-être un truc. Quel est ton livre de chevet? Actuellement, qu'est-ce que je lis? Un Harlan Coben que je viens de commencer, je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. Par accident, c'est un des derniers. Je viens de le commencer, donc ça part plutôt bien, quoi. Avec Vincent, peut-être, je sais pas s'il est d'accord, on verra, Sophie, je verrai avec lui. Mhm. Est-ce que tu envisagerais de créer une série avant un... Ah, ça c'est pas... Ouais, alors ça, ouais, bonne question, Cyril, super.
J'y pense, mais alors j'ai en tête une suite pour Je ne t'oublie pas que j'écrirai un jour. Euh, et, euh, et je suis bien content d'avoir plus ou moins laissé une porte ouverte à la fin, comme ça me permet de repartir. Mais alors, ouais, comme une suite, un personnage récurrent comme Harry Bosch ou ce genre de choses, je sais pas. Je sais pas parce qu'en même temps, c'est pas les bouquins que j'aime lire. Par exemple, chez Coben, j'adore ses one-shots, mais les Miron Bolitar, bof, je suis pas très fan. Pareil chez Tilliez, je sais même plus comment ils s'appellent, Charcot et Unbell, je suis pas très fan. Par contre, j'adore ces one-shots. Donc je me dis que bon, c'est peut-être pas trop pour moi, je sais pas, je le sens pas encore quoi. Mais je me suis déjà posé la question, ouais. Ouais. J'ai plus de questions, je sais pas si vous en avez d'autres. Mais ouais, une série, un personnage récurrent. Donc je pense qu'après, ouais, il faut avoir une bonne relation avec son personnage, entre guillemets, mais ouais, après, c'est ce qui marche, hein. Bon, ah non, après, alors, pardon, je fais une bêtise en disant que je suis pas fan des personnages récurrents, puisque j'adore Philippe Kerr, et son personnage récurrent, c'est Bernie Gunther, et voilà. Et là, effectivement, ça me plaît de le suivre. Bon, donc là, c'est un peu l'exception qui confirme la règle. Mais ouais, pourquoi pas, il faut que j'y réfléchisse. Il faut du temps pour tout ça. C'est vrai que... Il n'y a plus de questions. Je sais pas, il est déjà tard. Je sais même pas quelle heure il est. Il est... Ouais, bah ça va, on a même pas une heure, quoi. Ah, j'ai pas encore lu Nicolas le Belge, ouais, et pourtant j'adore Nicolas, c'est un mec super sympa. J'ai un de ses bouquins là qui m'avait dédicacé sur un salon qu'on avait fait ensemble et que je lui avais pris. Et ouais, ouais, il faut que je le lise aussi, mais il y a tellement de... Le problème, c'est que moi, je suis un tout petit lecteur miséreux, je lis 10 bouquins par an, et j'en ai des tonnes, quoi. J'en ai des tonnes. Est-ce que je peux lire un extrait? Bah, je peux vous lire un extrait après de Je ne t'oublie pas, si vous voulez, ouais, ouais. Bah, à la fin, à ce moment-là, quand on... Parce que là, je vois qu'il y a d'autres questions. Quel conseil donnerais-tu pour écrire un bon thriller? Hmm. Alors pour ça, il faudra regarder la vidéo que j'ai fait pour Hugo Thriller, où je dis un petit peu ce que je pense pour écrire un premier roman. Pour écrire un bon thriller, ben, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que, à mon sens, il faut déjà une intrigue la plus organique possible. C'est-à-dire que dans un thriller, ce qui va intéresser le lecteur, c'est le suspense, c'est-à-dire le problème, le dilemme qu'on va poser au début du bouquin. Donc le lecteur, et que généralement on présente dans la quatrième de couverture. Exemple d'un dilemme qui fait mouche et qui est excellent, c'est ne le dit à personne de Harlan Coben. Vous lisez la quatrième de couverture, un homme voit sa femme assassinée sous ses yeux 15 ans auparavant, ou 10 ans auparavant, et 10 ans plus tard, il reçoit un email et c'est sa femme dans la foule qui lui fait un geste, et après il reçoit un mot, ne le dit à personne. Donc là, vous avez un pitch comme ça en quatrième de couverture, vous vous dites ok, il faut que je prenne le bouquin, il faut que je sache ce qui se passe. Donc déjà, ce qu'il faut faire impérativement, à mon sens, dans un roman à suspense, c'est poser le dilemme très rapidement au début. Qu'est-ce qui va être la pierre angulaire du livre? Qu'est-ce qui va faire que le lecteur va être en haleine et va se dire, bon voilà, il faut absolument que j'y aille à fond. Je veux savoir, pour reprendre le cas d'Arlan Coben, je veux savoir ce qui arrive à cette femme, c'est quoi cet email, pourquoi elle est encore en vie, bon.
Et Harlan Coben, là-dessus, c'est le roi de la quatrième de couve et du pitch comme ça. Enfin, vous lisez chacune de ces quatrièmes de couverture, vous achetez le livre quasiment immédiatement. Donc déjà, voilà, posez le dilemme tout de suite. Après, dans un thriller, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va mettre des péripéties sur la route du héros ou des héros, pour évidemment les empêcher de résoudre l'enquête le plus rapidement possible. Et il faut que chacune de ces péripéties fasse évoluer le héros en bien ou en mal, pour qu'à la fin du bouquin, on ait un personnage qui est changé par rapport au début du livre, puisque le personnage, admettons, il recherche sa femme, son fils, ou il veut découvrir qui a tué un tel. Bon, il va, euh, il va complètement vivre des événements qui vont l'impacter au plus haut point. Donc voilà, il faut faire changer son personnage, et en fait, il ne faut pas hésiter à mettre sur la route de son personnage des péripéties qui sont qui vont totalement dans le sens des faiblesses du personnage. Votre personnage, vous lui donnez des qualités, mais vous lui donnez aussi des faiblesses. Donc si vous lui mettez des obstacles sur sa route qui ne relèvent que de ses qualités propres, il va tout de suite les surmonter rapidement. Alors que si vous lui mettez des obstacles qui vont vraiment mettre à jour, mettre à nu ses faiblesses, bon bah il va arriver à les surmonter, mais d'une manière beaucoup plus compliquée. Donc après, c'est comme ça qu'on crée une sorte de dynamique du suspense. Et puis voilà, après on essaye toujours de préparer le lecteur à ce qui va suivre en lui lançant une piste, voilà, et de faire en sorte que le lecteur soit vraiment immergé dans le récit en fait. Donc c'est simple, c'est comme un roman classique, c'est comme un roman d'amour, c'est comme ce qu'on veut, hein. Je veux dire, un thriller, ça se construit essentiellement avec des personnages, quoi, en fait, hein, qui vont impacter l'intrigue, et l'intrigue va elle-même les faire évoluer, quoi, en fait. Donc après, charge à l'auteur de trouver la petite étincelle du début qui va permettre à l'intrigue de démarrer et de partir tambour battant, quoi. Je regarde. Quel est mon premier lecteur, ma femme? Alors non, parce qu'elle, elle veut lire quand c'est fini et quand on reçoit le livre à la maison. Voilà. Et en fait, moi, j'ai pas de bêta lecteur. J'aime pas ça. Euh, J'avais, au temps des concours que je faisais sur Fixia, j'avais une ou deux personnes à qui je faisais lire un petit peu, mais parce qu'on était en mode concours d'écriture, donc on devait faire euh, un chapitre tous les 2 jours. Enfin, je sais pas si Cyril t'es encore là, mais bon voilà, tu vois bien de quoi je veux parler. Euh, donc j'avais à l'époque des amis à qui j'envoyais et qui me disaient ouais vas-y, elle me corrigeait rapidement, elle m'aidait un peu. Et quand j'ai commencé à écrire après les concours, quand j'ai commencé à écrire de façon complètement indépendante, en me fixant mon propre emploi du temps et ma propre façon de gérer mon écriture, je me suis rendu compte que j'avais plus envie de ça. J'ai pas envie d'avoir un œil subjectif sur ce que je fais, parce que je dis pas que ça me bloque, mais un avis extérieur ne m'intéresse pas pendant la phase d'écriture et même tout de suite après. Donc une fois que c'est terminé, j'envoie à l'éditeur et qui lui va lire le livre et en qui j'ai toute confiance pour avoir un avis vraiment le plus détaché possible. Voilà, je sais pas un avis de lecteur qui va me donner, c'est un avis vraiment euh, par rapport au livre en lui-même et à ce que le livre peut représenter si jamais il accepte de l'éditer en fait. Donc voilà, le problème des premiers lecteurs, le problème de donner... alors, ma mère lit mes livres une fois qu'ils sont finis, mais pas encore envoyés à l'éditeur, mais je lui demande de rien me dire. Voilà. Elle brûle d'envie de le lire, donc je lui envoie.
Mais je lui dis, voilà, tu le lis, mais tu me dis pas ce que t'en penses. Tu me dis pas, tu me dis juste oui, j'ai aimé ou pas, à la limite, mais je veux pas qu'on me dise, ah mais à tel chapitre, pourquoi il fait ça, pourquoi il fait pas plus ça, mais pourquoi t'as pensé à ça, et là on va se douter que, machin, non, non, ça surtout pas. Voilà, je, je veux vraiment garder, c'est ce que je disais tout à l'heure, que ce soit les personnages ou l'intrigue, je mets très longtemps à les faire mûrir et à les développer. Donc en fait, pour moi, un avis de lecteur qui arriverait comme ça, même juste à la fin de mon manuscrit, c'est un grain de sable. Et ça me... Voilà. Donc je préfère l'envoyer à l'éditeur. L'éditeur après va me dire c'est bien ou qu'est-ce que c'est que ça, c'est horrible, garde-le. Mais voilà, je sais que là, j'aurais un avis, je dirais, de professionnel, voilà, même si, bon, certains lecteurs sont pointus quand même hein, là-dessus, hein. Mais je vois mon éditrice, mon éditrice qui me suit chez Hugo Thriller, elle a vraiment cette... enfin, quand elle me donne des pistes sur mes textes, etc., elle a cette capacité à être vraiment détachée de ce que j'ai fait et à ne voir vraiment, euh, comment dire, euh, à ne voir vraiment que les problèmes vraiment importants, structurels et autres, quoi. Euh, donc il y a une manière de faire qui me convient bien et voilà. Donc en fait c'est quasiment l'éditeur, maintenant mon premier lecteur, après voilà, c'est ma mère puis l'éditeur, quoi. Euh, je vais dîner, bah, bon appétit, Nathalie, à bientôt. Ça m'a fait pareil pour Ne t'en fuis plus, le dernier Coben. Bah oui, Coben, c'est le roi là-dessus. Euh, c'est le roi du pitch, c'est le roi. Bon, je pense que je sais pas si c'est lui qui l'ait fait ou pas, mais, euh, mais c'est ultra calibré. Alors moi, après, j'adore Linwood Barclay aussi. Je préfère même Linwood Barclay à Coben, parce que je trouve que les intrigues sont encore plus exceptionnelles. Je trouve que ses personnages aussi sont encore meilleurs. Mais voilà, les deux, Coben et Barclay, bon, bah, vous lisez leur pitch, vous vous dites, ok, Linwood Barclay, il faut lire, si vous connaissez pas, il faut lire Cette nuit-là. Cette nuit-là, c'est excellent aussi. Le pitch, c'est une jeune fille de 16 ans qui vit dans sa maison avec ses parents et son frère. Une nuit, elle fait le mur pour aller faire la fête. Et quand elle revient le matin, la maison est complètement vide, il n'y a plus personne à l'intérieur, et voilà, et elle ne sait pas où ses parents sont passés, où sa famille est passée, aucune trace de lutte, aucune trace d'enlèvement, aucune trace de meurtre, de rien. Et voilà, et 20 ans se passent avant que quelque chose vienne la mettre sur une éventuelle piste, en fait. Enfin, un super livre, hein. Moi, j'aime beaucoup ce genre de... Voilà, ça se lit facilement. Mais dans la conception et dans la structure de l'intrigue, c'est top, quoi. Alors, Bethany, elle me dit, merci pour ces précisions. Comment faire pour ne pas basculer dans le gore? Je veux dire, instaurer une ambiance oppressante et mesurée. Alors, moi, déjà, ça tombe bien, j'aime pas quand c'est trop gore. Donc, euh, une ambiance oppressante et mesurée. Je pense que déjà, tu peux éviter d'entrer dans des descriptions, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, souvent, je trouve, dans certains romans, le, le, le- on dit en anglais hein, less is more. Donc il vaut mieux faire moins que plus. Donc ça c'est ce qu'on dit à la fin d'un livre, quand l'éditeur ou même on dit toujours que King le dit d'ailleurs, dit une fois que vous avez fini votre manuscrit, vous le reprenez et vous en enlevez 10%. Vous élaguez le manuscrit parce que de toute manière il y aura toujours des trucs que vous avez mis et voilà. Et ça, c'est le travail aussi d'un éditeur, d'arriver à vous le dire. Et dans Je ne t'oublie pas, l'éditeur me l'avait dit, et mon éditrice me l'avait dit. Pareil dans Les Yeux Bleus. Et c'est ça que j'apprécie dans ce travail-là, qui est quand même difficile à avoir avec un lecteur. Hein. Admettons que je fasse lire à ma femme ou autre, elle n'aura pas du tout ce genre d'œil pour me dire ça.
Mais on va me dire, bah attends, ce passage-là, il est en trop, tu peux aisément le résumer en 3 phrases, un chapitre plus loin, et par contre, on enlève là 3 paragraphes, et on va faire gagner le texte en nervosité et en suspense, et en... Voilà. Donc, pour revenir au détail du gore et de tout ça, il y a des romans où on va te mettre, par exemple, l'homme arriva, il frappa la femme et la lame entra dans la chair. Et quand il retira la lame ruisselante, la femme était déjà en train de, de se vider de son sang. Enfin voilà, ce genre de choses. Donc tu as beaucoup de descriptions, etc. Moi, je pense que sur des scènes comme ça, avec un impact important, euh, faire, comment dire, des phrases courtes et très précises, mais, mais très équivoques, est mieux. Donc, par exemple, dire il lui porta un coup de couteau au niveau de l'abdomen, au lieu de décrire la lame qui rentre dans la chair, qui ressort, le sang, etc. Bon, le lecteur, il est pas con, le lecteur, hein. Voilà, il comprend bien ce qui se passe. Voilà, il comprend bien ce qui se passe. Quand on va dire que quelqu'un donne un coup de couteau à une personne et remonte la lame de bas en haut de l'abdomen, c'est peut-être pas utile de dire les viscères s'échappent du ventre, etc. Voilà. Donc, moi, c'est un peu mon parti pris. C'est un peu mon parti pris de peut-être de dire des choses fortes, mais justement en essayant de minimiser, je dirais, le vocabulaire et les mots employés, parce que de toute manière, les mots sont déjà suffisamment forts. Porter un coup de couteau, dire dans un livre que quelqu'un prend un coup de couteau dans la nuque, je veux dire, qu'est-ce qu'on va rajouter? Tu prends un coup de couteau dans la nuque, le lecteur, il voit bien la scène, t'as pas besoin de lui dire que le sang gicle à 2 mètres du sol, etc. Voilà, c'est pas Halloween, quoi. Donc ça, c'est ma façon à moi de voir les choses. Après, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire absolument, hein, mais voilà, moi, je pars de ce principe-là, quoi, en fait. Donc après, instaurer une ambiance oppressante mesurée, c'est une question de vocabulaire, c'est une question de rythme de la phrase, de rythmique de la phrase. Mais garde à l'esprit en fait hein, que voilà, less is more. À moins tu en mettras, à plus tu vas te concentrer sur l'impact des quelques mots que tu vas employer, et à plus fort sera l'impression que tu vas laisser à ton lecteur. C'est pas besoin de lui mettre une tartine d'une page pour décrire quelqu'un qui prend un coup de couteau ou qui prend une balle de revolver. Voilà, c'est mon avis. Donc c'est pas gagné pour l'écriture à 4 mains. Pourquoi c'est pas gagné pour l'écriture à 4 mains? Ben si, attends, tu rigoles ou quoi? As-tu un avis concernant l'auto-édition? Je sais que tu as publié ton premier roman, il me semble, en auto-édition. Oui, c'est vrai, j'ai publié mon premier roman en auto-édition. Est-ce que j'ai un avis sur l'auto-édition? Bah j'ai un avis, oui, j'ai un avis un peu, c'est un peu mi-figue mi-raisin, quoi. C'est-à-dire que pour moi, l'auto-édition, c'était pas forcément par choix. C'est-à-dire que j'avais envoyé le manuscrit à des éditeurs, j'avais aucune réponse ou très peu de réponses. Donc je me suis dit, bon, je vais pas non plus attendre un an que ça se débloque, je vais voir un petit peu ce que ça donne. Et puis en même temps, à l'époque, Hugo sortait sa plateforme d'auto-édition, Stories by Fiction, donc il m'avait dit, écoute, si tu veux, on te met dedans, voilà. Donc j'y suis allé comme ça. Alors c'est vrai qu'à mon sens, l'auto-édition, elle a un avantage évident qui permet à des auteurs tels que moi ou d'autres de, 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 de publier leurs écrits et de pouvoir tout de suite toucher un public large et éventuellement derrière d'intéresser un éditeur qui va se dire ah bah oui tiens effectivement il a eu 10 000, 15 000, 20 000 lecteurs, c'est peut-être que c'est pas mal. Donc effectivement, ça permet une mise en lumière de nos écrits qu'on n'aurait pas eu, parce que si on passe notre temps à attendre les retours des éditeurs, malheureusement, on fait plus rien, parce que bah, les éditeurs aussi, voilà, ils reçoivent X centaines ou X milliers de manuscrits par mois.
c'est ultra compliqué quand vous êtes là-dedans, sans avoir été recommandé par personne, sans avoir été, voilà, c'est vraiment une goutte dans l'océan, quoi. Donc voilà, l'auto-édition, elle a ce pouvoir-là de nous permettre de faire vivre nos écrits tout de suite, de toucher un public et éventuellement de lancer quelque chose. Après, moi, ce qui me trouble un peu dans l'auto-édition, bon, c'est déjà qu'elle repose sur un paradoxe, l'auto-édition. L'auto-édition, c'est quasiment, elle vous dit, euh, tout le monde peut écrire et publier un livre. C'est faux. C'est-à-dire que aujourd'hui, enfin écrire et publier un livre, même si on le publie par soi-même, ne serait-ce que écrire un bouquin, ça se fait pas en un mois, en 2 mois, en 3 semaines. Voilà, il y a une façon d'aborder les choses dans la conception qu'on va essayer de, d'avoir de son intrigue, de ses personnages, etc. Il y a quand même un savoir-faire, quoi, qui est alors qu'on apprend évidemment petit à petit en tâtonnant, on essaye de se former comme on peut, on essaye d'y aller aussi par soi-même, donc, mais tout ça c'est quand même un savoir-faire, une expérience, et c'est vrai que le message de l'auto-édition, il est un peu trouble à ce sujet parce qu'il y a pas de garde-fou en fait. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des auteurs déjà, je dirais, confirmés ou déjà qui, voilà, qui vont mettre leur livre, et d'autres personnes qui se disent ah bah tiens pourquoi pas raconter ma vie, donc elles écrivent quelque chose absolument pas abouti, absolument pas fini, absolument pas prêt à être publié même en auto-édition. Et puis derrière, le lecteur va tomber là-dessus, va dire mais non, mais attendez, c'est pas fini, c'est ni fait ni à faire. Il en lit un, deux, trois comme ça. Le quatrième, il est peut-être meilleur que les autres, mais le lecteur, il est déjà gavé. Et pour lui, l'auto-édition, le message, ça sera bah non, l'auto-édition, c'est de la merde. Donc le problème de ça, c'est qu'il n'y a pas de garde-fou, c'est-à-dire que tout le monde peut publier ce qu'il a envie de publier. Bon, alors après, pour les lecteurs déjà un petit peu avertis qui connaissent, bon, bah, ils connaissent les auteurs, ils savent vers qui ils vont aller, quels auteurs ils ont envie de lire, ils les suivent, etc. Mais ces lecteurs-là ne sont pas une majorité, si vous, voilà, donc c'est ça qui me gêne un petit peu dans l'auto-édition. Et puis aussi le fait que, voilà, pour que ces auteurs-là, dont je faisais partie, puissent, comment dire, émerger un petit peu, on est obligé de mettre son livre à des prix comme 99 centimes. Alors on parle pas d'argent dans le sens, on parle pas de se faire de l'argent, parce qu'on se fait pas de l'argent non plus, mais en même temps, un livre que vous avez mis un an et demi à écrire, etc., qui a été peut-être retravaillé, revu par d'autres personnes, bon, il vaut pas 99 centimes ce livre-là. Donc ça, ce marché-là de l'auto-édition, à mon avis, il est en train de se gangréner lui-même, quoi. Voilà, c'est un peu le problème de tout ça, quoi. Donc j'ai un avis, comment dire, à la fois je trouve que c'est extraordinaire de pouvoir permettre à des auteurs de se faire repérer et surtout de trouver leur public, parce que c'est ça en fait qu'on cherche, évidemment, c'est trouver un public. Donc ça, ça n'a pas de prix, mais voilà, il faudrait quand même derrière avoir quelque chose d'un peu plus régulé, réglementé. Voilà. Malheureusement, c'est facile à dire, mais c'est pas du tout facile à mettre en place, quoi. Ça a l'air pas mal, sacrée question. Je carbure. Bah oui, Sophie, un thriller psychologique, c'est oppressant et angoissant, pas forcément besoin de gore. De toute manière, moi, j'aime pas lire tout ce qui est très gore. Bon, ça passe bien avec Chatham parce que j'aime bien cet auteur, mais bon, des fois, on sent vraiment que c'est forcé, c'est vraiment... Non, ça m'intéresse pas, ça.
Travailles-tu ton champ lexical pour chaque scène et personnage? Ben oui, quand même, oui, oui, oui. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est bon, c'est des trucs un peu rustiques, hein, c'est pas. Mes personnages au départ, quand je les pense, ils sont toujours un peu caricaturaux, voilà. Et après, je les affine pendant mon écriture et pendant la, je les affine pendant l'écriture et pendant comment dire, la mise en place de l'intrigue. Donc effectivement, dans la façon de parler, c'est surtout dans les dialogues en fait qu'on va. Il y a soit des tics de langage, soit des façons, parce que il faut que le lecteur puisse identifier le personnage assez rapidement. Imaginons une scène où il y a trois personnes qui parlent. Voilà, il faut que le lecteur puisse se dire ah bah tiens lui c'est lui, etc. Donc oui oui, on travaille le champ lexical. Alors peut-être pas pour chaque scène et personnage, mais enfin peut-être pas pour chaque scène, mais oui pour les personnages bien sûr. Oui, oui. Il vaut mieux se concentrer sur les ressentis et le rythme. Je sais pas, moi je fais vraiment comme je le sens, c'est assez intuitif en fait, hein. J'aime beaucoup me concentrer sur le rythme quand j'écris, effectivement. Euh, Et après, j'essaye d'avoir une écriture visuelle, la plus visuelle possible. Cinématographique diront certains, mais voilà. Ce qui implique, ou ce qui me permet peut-être d'avoir à moins développer certaines choses dans certaines scènes. J'essaye de donner une petite touche. Je déteste, par exemple, décrire mes personnages. Ça, je déteste ça. Jean-Paul portait un sweat à capuche, un jean, il avait des lunettes Ray-Ban et machin. Non, voilà, on dirait un catalogue. J'aime pas ça. Et je pense que d'ailleurs, je connais pas beaucoup d'auteurs qui aiment faire ça. Donc effectivement, on y va par petites touches et quelquefois, les personnages n'ont même pas été décrits pendant la moitié du livre, mais les gens savent que c'est une femme blonde aux yeux bleus. Voilà. Alors qu'on l'a pratiquement jamais dit. Mais on essaye de mettre des petites touches à droite et à gauche pour que le lecteur se fasse son idée. Et je peux pas un extrait du prochain parce que bah, déjà je l'ai pas là, enfin je l'ai sur l'ordi et en même temps je crois que Hugo Thriller mettra en ligne un extrait bientôt et voilà je peux pas mettre d'extrait avant ou lire un extrait donc voilà je peux lire un extrait de Je ne t'oublie pas pour ceux qui ne l'ont pas lu le début ou quelque chose mais le prochain pas encore non malheureusement. Salut Al, salut. Personnellement, j'ai eu vraiment du mal à envoyer mes romans en maison d'édition. Je préfère. Oui, bah oui, au départ, on souhaite tous envoyer à des maisons, et puis bon, on se rend compte que la probabilité d'être signé par une maison d'édition en envoyant un manuscrit sans être recommandé ou sans avoir une adresse mail à qui on peut l'envoyer, oui, c'est une goutte d'eau dans l'océan. C'est-à-dire qu'ils en reçoivent énormément. C'est ultra compliqué, quoi. Donc effectivement, si on arrive à se faire un petit réseau et que dans ce petit réseau, on arrive à grappiller un contact, une adresse ou quelque chose, bon, bah c'est bien, parce que c'est comme ça qu'on avance vite, quoi. Merci pour cela et merci Anne-Marie, et à bientôt, alors hein, merci beaucoup. Salut Al, bonsoir Brigitte, moi aussi j'ai du mal. Ouais, la technique de description cinématographique, bon, ouais, après, j'ai pas de. C'est pas une technique que j'ai travaillée en fait. J'écris ce que j'aime lire. Donc il se trouve que les auteurs que j'aime lire, plus ou moins, écrivent comme ça. Donc, mais j'essaye effectivement d'économiser les mots au maximum. Et de toute manière, l'éditeur derrière, quand je m'emballe un peu, il va me dire, mais attends là.
Voilà, ce que tu peux dire là en deux paragraphes, en trois phrases, on le met et tu vas voir. Et il a raison, et ils ont raison à 9 fois sur 10, ils ont raison. Ils connaissent leur métier, ils passent leur vie dans les manuscrits, etc. Voilà. Donc il faut aussi savoir accepter les remarques quand elles viennent de personnes. Voilà, moi j'ai beaucoup de respect pour leur travail et puis surtout je vois que ça paye. Enfin, je vois bien quand on me propose des améliorations, effectivement, je mets un peu mon ego de côté de temps en temps et je me dis bah oui, elle a raison. Et d'ailleurs mon éditrice sur les yeux bleus, elle a eu un super feeling sur un truc au départ que moi je n'avais pas vu, sur un agencement de chapitres, et elle me dit tu vas voir si on essaye ça, bah, pour le lecteur ça sera mieux. Donc moi, au départ, j'étais un peu grimaçant, parce que bon, quand même... et puis elle avait raison. Donc ça a nécessité un peu comment dire, de quelques changements, et en plus pas vraiment importants. Mais on a restructuré un petit peu le début du livre, et puis même moi maintenant, je trouve que c'est vraiment mieux qu'avant, quoi. Est-ce que j'ai des salons prévus pour l'automne et à la fin de l'année? Alors, bah oui, je crois que je suis à Polar-Lens, en octobre, parce qu'il a été déplacé, je devais le faire en mars. Je devais faire l'Escargot Noir, qui, je crois, a été annulé. Je devais faire Saint-Maur en poche, qui a été annulé, enfin, qui maintenant se fera en 2021, donc pas de bol pour moi, pour le premier Saint-Maur. Je devais faire le salon de Nice, qui a été aussi annulé. Donc là, je crois que j'ai Polar Lens, et pour l'instant, je n'en sais pas plus, parce que je pense que même les organisateurs sont encore dans l'expectative. On ne sait même pas si en octobre, novembre, quelle sera la situation, quoi, en fait, hein, pour organiser des événements quand même avec plusieurs milliers, enfin, de visiteurs, quoi. Ring t'a demandé de présenter un nouveau manuscrit. Tu as pris peur. Pourquoi? Mes impressions sur le travail avec un éditeur. Bah, super, hein. Enfin, je veux dire, moi, j'ai vraiment une excellente relation avec mon éditrice, avec Alice, qui n'impose rien, qui lit le texte, qui vraiment travaille à fond dessus. Elle, euh, Elle essaye de voir effectivement ce qui peut être amélioré. Et il y a vraiment aucun. Alors ça, c'est vrai que des fois, on se fait un peu des idées en pensant que l'éditeur va complètement remodeler le texte. Enfin, ça, c'est vraiment les légendes urbaines. Enfin, en tout cas, moi, tel que je l'ai vécu, c'est pas du tout ça. Et je pense pas que ça soit le cas ailleurs aussi. Je pense pas. Ou alors, c'est vraiment si l'auteur fournit un manuscrit où il y a encore un travail phénoménal dessus à faire. Bon, peut-être. Mais en tout cas, l'éditeur ne cherche pas à faire rentrer le manuscrit dans une case préétablie. Au contraire, il va essayer comment dire, de sculpter au mieux le texte, hein, vraiment d'en faire ressortir ce qu'il a de plus significatif. Donc non, c'est super intéressant parce qu'ils ont un coup d'œil justement, enfin en tout cas moi les gens avec qui j'ai travaillé, ils ont un coup d'œil que beaucoup n'ont pas. Bon, bah, quand on est lecteur, on a un ressenti, on raisonne avec ses sens, avec sa passion, ce qu'on attend d'un texte, alors qu'un éditeur, bon, c'est quand même différent. Voilà, ils ont quand même un background, une expérience qui leur permet justement de juger le texte de façon plus détachée et vraiment de le travailler de façon voilà, plus détachée. Et moi, c'est ce qui m'a plu. Donc ouais, le travail éditorial, non, c'est top, quoi. Enfin, moi, je suis vraiment très content. Voilà, en plus, on a une bonne entente, une bonne relation de travail, c'est agréable. Enfin, je sais que c'est pareil avec Vincent ou avec d'autres, hein, ils essayent vraiment de, de pousser l'auteur à faire au mieux.
et non pas d'imposer des choses à l'auteur. Voilà, ça c'est quand même primordial, parce que bon, j'ai peur de ne pas être à la hauteur, le syndrome de l'imposteur. Bah, je sais pas, s'ils t'ont demandé, c'est que quand même ils pensent que tu vas leur apporter quelque chose, j'imagine. Donc non, il faut pas avoir peur, faut pas avoir peur. Enfin, comment dire, si on te demande de juger un manuscrit, tu peux toi donner ton avis, et il en ressortira sûrement quelque chose de bien. Des fois, c'est dans les détails qu'on peut trouver quelque chose à faire avancer et à changer dans le texte en fait, hein. Et quelquefois, c'est des choses auxquelles les gens ne pensent pas. Donc, alors, je sais pas si vous avez d'autres questions, parce que là, il est peut-être un peu tard. Je sais pas si. Je sais que Al, toi, je sais pas à quelle heure il est chez toi, Al. Il est quelle heure au Canada? Alors, je sais pas, j'ai plus de messages. Je sais pas si vous voulez qu'on arrête ou si vous avez encore des questions. Ou si vous voulez que je lise un morceau de Je ne t'oublie pas, peut-être. Un morceau, oui. Un passage, un morceau. Il n'y a plus personne. Ouais, mais il faut pas hésiter, hein. Faut pas hésiter à envoyer à droite et à gauche, hein. Après, voilà. Bon, chez Hugo, ils lisent les manuscrits, hein. Ça, je peux te le confirmer, déjà. Donc, ouais, ils mettent du temps. Ils peuvent te répondre longtemps après, mais voilà, c'est fait. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Ouais, bah, je peux vous lire un extrait, bah, si vous voulez. Je vais vous lire la fin, comme ça vous saurez tout. Alors, donc, j'ai presque plus de voix, c'est hard là, hein, 1 heure et demie à. Merci Sophie. Donc c'est parti, je vous lis quelques. Je vous lis un peu le début, hein. Allez hop, on va voir. Allez, c'est parti, le prologue. Sandra releva la manche de son chemisier de quelques centimètres. La grande aiguille de la Rolex n'avait pas bougé, ou si peu. Toujours bloquée à la verticale, figée, immobile. En tout cas, c'était l'impression qu'elle lui donnait. Dans les dernières minutes de son attente, le temps s'étirait à n'en plus finir. Même lui s'ingéniait à la décourager. Elle n'était pas encore sûre d'avoir pris la bonne décision. Allait-elle renoncer? Non, elle en savait trop désormais. Non, elle en avait trop fait désormais. Elle en savait trop. Mais pas assez. Car au final, pour une vérité établie, combien de déductions, de ressentis, de souvenirs, combien de brume pour un simple ray de lumière. Tout se bousculait dans sa tête, les questions ricochaient comme autant de boules dans un billard à 1000 bandes. Mais cette promesse d'une explication possédait une force d'attraction à laquelle elle ne pouvait se soustraire. Alors elle ne réfléchirait pas plus que de raison et laisserait son instinct la guider. Son instinct, mais surtout sa mémoire, sa fabuleuse mémoire, comme disait sa mère. Dites quelque chose à Sandra, elle s'en rappellera toute sa vie, riait-elle entre deux gorgées de Long John. La mémoire, sûrement le seul héritage digne de ce nom que lui avait transmis cette famille de dingues, pensa-t-elle. Cette faculté à conserver et à compartimenter chaque visage, chaque accent, chaque intonation, chaque expression dans la grande bibliothèque de sa pensée, et à pouvoir y retourner le moment venu pour en exhumer un ouvrage oublié, même des années plus tard. Voilà ce qui avait fait prendre à sa vie cette tournure frénétique. C'était il y a 2 mois. 2 mois qu'un passé qu'elle pensait à jamais enterré avait déboulé dans sa vie comme un chien dans un jeu de quilles, sans s'annoncer, sans crier gare.
Elle essuyait la buée qui commençait à se former sur le pare-brise en laissant une trace encore plus opaque dans le sillage de la paume de sa main. Elle se pencha pour ouvrir la boîte à gants. Sa main tâtonna à l'intérieur quelques secondes sans résultat. Même pas un Kleenex ou une serviette dans cette voiture à plus de 40 000 €. Voilà une chose qui n'arriverait pas à Marc, pensa-t-elle en souriant. Son mari prévoyait toujours tout dans les moindres détails, planifiait chaque minute de sa journée et avait ce côté agaçant des hommes qui semblaient avoir brillamment réussi de manière naturelle, sans se forcer, alors que toute leur vie était optimisée dans un quotidien entièrement sous contrôle. Yep. Voilà. Ouh, c'est hard là de parler non-stop. Bon bah merci à tous, c'était très très sympa. Merci à tous ceux qui sont encore là à cette heure tardive. Et ouais, bah, moi je suis dispo hein, sur Messenger ou autre si vous avez d'autres questions, si vous voulez qu'on discute, il n'y a aucun problème. Et puis Florian, bah, je retiens ton invitation pour un live pour la sortie des Yeux Bleus début juillet. Voilà. Bonsoir Sophie. Donc je vous dis à tous, à bientôt. Merci à tous.